Nous recevons sur ce plateau Alphonse Ndiok II, voilà, Alphonse Ndiok II, qui est un jeune chercheur, c'est un chercheur en oncologie, hein, et non seulement ça, il est aussi spécialiste en chimio-phytothérapie, puisqu'on parle du cancer du sein cette année. C'est le mois rose, on parle du cancer. Et puis c'est un fidèle téléspectateur de cette émission. Il regarde, il intervient même d'ailleurs souvent aussi dans l'émission. On lui dit bonjour, bonjour. Bonjour. Docteur, on va dire comme ça. Merci pour l'invitation. Bonjour, docteur. Bonjour, tonton Calvino. Voilà. Good morning to you, doctor. Good morning to you. Thank you. My name is, I'm called Catherine. Non, il connaît. Il te dit qu'il regarde la télé si. Ah, d'accord. Il est fidèle et je crois qu'il intervient souvent dans cette émission. Thank you, thank you. Alors, vous êtes aujourd'hui l'invité de ce jour. On parle justement du cancer du sein. C'est déjà quoi le cancer? Déjà, tout le monde peut aller déjà sur Internet. Nous sommes à l'aide ici. Peut-être les gens, bon, nous on l'appelle souvent mettre Google. Tout le monde peut aller sur Google, taper savoir ce que c'est que le cancer. Mais il y a une définition technique de ce que c'est que le cancer. Parce que le terme cancer en lui ne désigne pas une maladie particulière. Ça désigne, c'est un regroupement de plusieurs maladies qui peuvent conduire au développement anormal des cellules. Donc quand on dit cancer, ça ne désigne pas un type de cancer unique, mais ça désigne tous les cancers. D'accord. Bon, maintenant, quand on parle de cancer, c'est le développement d'une tumeur qui présente des métastases. Techniquement, on dit que le cancer, c'est quoi? C'est un développement inapproprié des cellules non liées à leur capacité de réparer, de corriger ou de régénérer les désordres. C'est-à-dire, je reprends, c'est-à-dire que le cancer, c'est quoi? C'est un développement anormal des cellules d'un organe. C'est-à-dire que l'organisme a des capacités de réparation des cellules, de correction, c'est-à-dire que les cellules peuvent se déchirer. L'organisme a des mécanismes de réparation naturelle. L'organisme a des capacités de régénération des cellules. Lorsque un événement survient dans les cellules, ça peut donc provoquer un développement inapproprié, c'est-à-dire désordonné, qui ne peut plus permettre à l'organisme de développer ses capacités de réparation ou de régénération des cellules. Ça peut faire suite à... Ça peut faire suite à une élévation des enzymes, l'acidification, ça vient de acide. Acide, ok. Voilà, l'acidification très élevée ou moins élevée peut conduire à un cancer. Il y a donc des facteurs qui peuvent être exogènes ou endogènes. Donc, de manière plus simple, on dit que le cancer, c'est un développement anormal des cellules d'un organe. Mais techniquement, c'est la capacité, la non-capacité de l'organisme à réparer ces cellules, à les régénérer, à les développer tel qu'il a été construit. D'accord. Est-ce qu'on va dire que le cancer est alors guérissable dans ce cas? Oui, le cancer est guérissable. Ou c'est certain? Tous les cancers ne sont pas guérissables. Mais on peut bloquer, à défaut de guérir un cancer, on peut le bloquer. On peut bloquer son évolution. Oui, c'est-à-dire que j'ai des patients, par exemple, qui ont des tumeurs, qui vivent avec des tumeurs depuis 15 ans. On a bloqué la tumeur, elle est là. Quand on ausculte, elle est là dans le sein. Mais elle n'avance plus, elle est inhibée. On peut bloquer un cancer pendant 30 ans. Les travaux de recherche et ce que nous menons au Cameroun et ceux qui sont menés à l'étranger nous permettent aujourd'hui qu'avec certains médicaments qui ne sont pas encore en pharmacie, mais qui sont... Parce que moi j'ai un programme depuis 8 ans, j'ai un programme de malades en phase terminale. C'est-à-dire que lorsque par exemple
à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital général, dans un hôpital quelconque, on ne peut plus soigner par des voies classiques. Parce que la science procède pour évoluer. Ce qu'on fait dans des hôpitaux, il faut d'abord qu'on sorte des sentiers battus. C'est-à-dire que chaque fois que la science évolue, elle sort d'abord des canons conventionnels, par exemple enseignés en faculté de médecine. Donc c'est cela. Nous, par exemple, en Afrique ou au Cameroun, on a encore un problème dans le domaine de la recherche parce que la prise en charge, c'est pour ça que Léon fait souvent des évacuations sanitaires parce qu'on ne fait pas de la recherche, du moins elle est au stade embryonnaire. Je peux dire modestement que je suis le premier Camerounais à mener ce type de recherche en Afrique centrale, pas seulement au Cameroun. C'est-à-dire qu'introduire la molécule végétale en radiothérapie et en chimiothérapie pour contrôler les effets secondaires du médicament qu'on utilise et les métastases. Donc je suis spécialiste des complications du cancer en fait. C'est-à-dire que bon, j'ai travaillé avec 4 hôpitaux témoins, au Cameroun, l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital Lakenty. Donc la plupart de mes patients viennent de ces hôpitaux-là. Parce qu'il y a des techniques thérapeutiques homologuées au niveau national ou international, telles que la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie ou l'hormonothérapie. Bon, mais maintenant, il y a des techniques qui sont en laboratoire, d'autres sont déjà utilisées comme ce que moi je développe au Cameroun. La chimiophytothérapie, c'est-à-dire l'association des molécules naturelles avec la chimiothérapie ou avec la radiothérapie pour contrôler donc les effets secondaires. Elle est déjà utilisable. Bon, on nous a dit que bon, c'est la présidence qui doit d'abord autoriser et l'ordre pour qu'on puisse soit enseigner, ça je peux enseigner ça en faculté, soit on peut aller directement au niveau des centres hospitaliers, former le personnel pour qu'on commence à utiliser ça. Mais dans mon modeste cabinet et dans les autres cabinets où on m'invite souvent comme expert, on utilise déjà ce médicament-là par exemple et cette technique. Bon, mais il y a d'autres techniques comme à l'étranger, notamment au Canada, en Chine ou aux États-Unis, où des techniques sont au laboratoire qui ne sont pas encore utilisées, qu'on essaie encore sur des animaux, notamment les nanothérapies. Donc les nanothérapies sont des puces miniaturisées qui imitent les cellules qu'on peut introduire dans une sirène et vous injecter une puce qui va donc contrôler les cellules, qui peut donc aller émettre donc une certaine réaction pour détruire certaines cellules. Bon, il y a par exemple un Canadien d'origine chinoise qu'on appelle Dr Mark Chang, avec qui je change un peu, qui utilise une technique qui est un peu proche de ce que le feu professeur Anomango avait utilisé ici sur le sida. Il appelle ça la virothérapie. La virothérapie par VIH, c'est-à-dire qu'il utilise le virus du sida, les protéines du virus du sida dans une injection, dans des injections, il injecte les virus du sida préparés en fait, ce n'est pas comme le virus direct, mais c'est le virus, les souches du virus du sida, et on vous injecte ça, et il est déjà programmé pour s'attaquer essentiellement aux cellules cancéreuses. Wonderful. Voilà, donc maintenant il a des problèmes, là où moi je change avec lui, que je peux lui apporter des solutions. Il a des problèmes où, au niveau des animaux, c'est-à-dire que lorsqu'il injecte ces cellules du virus du sida, ça tue effectivement les cellules cancéreuses, mais l'effet secondaire, c'est que ça laisse le malade avec le virus du sida. C'est là qu'il n'arrive pas encore à rendre ça. Voilà. Justement, docteur, j'avais une question. Avant que vous ne fassiez votre recherche sur la chimio-phytothérapie, comme vous avez dit, quels étaient les effets secondaires, quels sont les effets secondaires de la chimio avant que vous n'arriviez avec votre recherche déjà? Effectivement, chaque médicament a des effets secondaires. C'est ce que le docteur Njongwane nous a dit. Voilà, quand vous achetez, bon, comme nous, on n'a pas l'habitude de lire. Voilà. Chaque médicament vient avec sa notice. On vous dit, même si vous ressentez ça, si ça persiste, arrêtez ça, appelez votre médecin et autres. Parce qu'il y a toujours ça. Parce que, bon, le médicament, c'est un poison, mais bénéfique. Voilà, parce que comme il peut tuer, comme il peut soigner. Bon, au niveau, donc,
du traitement du cancer, c'est plus technique, c'est plus compliqué encore. On a encore ce problème-là au niveau des hôpitaux. Il faut encore de la formation, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on n'arrive pas à utiliser. On les a, mais on n'arrive pas à contrôler les effets secondaires. Et il y a ce qu'on appelle donc, le facteur iatrogène. Donc, simplement, c'est les effets secondaires. Par exemple, les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie s'attaquent aux bases de l'ADN. Parce qu'en fait, tout se fait entre le virus et les cellules cancéreuses. Il n'y a pas une longue distance. La différence, c'est que le virus, lui, il est transmissible, par exemple, par voie sexuelle. Mais les deux, la cellule cancéreuse peut se transmettre par voie sanguine. Il y a encore des erreurs qu'on fait dans les hôpitaux. Oui. C'est là que, bon, peut-être qu'on en parlera peut-être un autre jour, on ne sait jamais. Il y a un problème qu'on fait au niveau des hôpitaux. Il y a des erreurs. C'est-à-dire que quand, par exemple, on veut faire une transfusion sanguine à un malade, généralement, on fait juste les tests VIH, hépatite et autres. Mais on oublie de faire ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation pour voir s'il y a les cellules cancéreuses endormies. Parce que la vitesse de sédimentation nous permet de savoir la coagulation rapide du sang. Lorsqu'il y a par exemple les cellules cancéreuses, même si la personne n'est pas encore malade, si on fait, parce que le sang, si vous vous blessez, le sang a une durée de coagulation. Mais c'est pas ça qu'on appelle la goutte épaisse? Non. La vitesse de sédimentation, c'est le sang, tu lèves ton sang, on met ça dans un appareil qui va le vibrer et qui va donc permettre de voir avec des réactifs qu'on associe pour voir la rapidité de coagulation. Cela ne veut pas dire forcément que vous avez un cancer, mais ça permet de soupçonner que ce sang, si on n'a pas vu les virus, on n'a pas vu la syphilis et autres, mais pourquoi il ne se coagule pas en temps normal? Mettons d'abord ça à côté. Il peut arriver que ça soit... Parce que vous pouvez transmettre le cancer à un malade et des cellules qui vont se développer peut-être 5 ans plus tard. Massa. Voilà. Donc, et puis maintenant, les médicaments qu'on utilise en chimiothérapie ont ce qu'on appelle une molécule de conservation qu'on appelle techniquement le DES. C'est un terme de diéthylstilbestrol, qui est une hormone de synthèse que nous codifions par DES, qui est dans la plupart des médicaments anticancéreux. Et le DES est cancérigène. Cela veut dire que il peut provoquer, on peut soigner un cancer du sein si le potentiel réactionnel de défense de l'organisme n'est pas approprié, ou alors on ne vous met pas sous un régime alimentaire ou alors une hygiène de vie appropriée. Il peut arriver que 5 ou 10 ans plus tard, parce que les effets, c'est que certains médicaments peuvent laisser les effets dans le sang 20 ans plus tard. Voilà. Donc, ça peut donc faire en sorte que quand vous soignez un cancer, on le guérit, vous développez un cancer plus tard. C'est-à-dire qu'on appelle donc ça, nous avons fait un module, les effets thérapeutiques oncologiques induisant la cancérogénèse. Yes. Donc, ouais, il faut donc, c'est ça qui m'a par exemple motivé, après avoir lu par exemple les travaux du National Institute of Cancer au Maryland, parce que les Américains ont un siècle de recherche sur les plantes. Ouais. Sauf qu'ils cachent, si vous ne fouinez pas, même si vous rentrez dans leur site, vous n'allez pas forcément retrouver. Il faut qu'eux-mêmes... Bon, moi j'ai la chance qu'ils vous voient là, j'ai beaucoup de documentation venant de là-bas. Et nous, on a plus, parce qu'on a la même forêt, par exemple, en Californie. La Californie est traversée par l'équateur. Donc les mêmes forêts qu'on a ici, vous pouvez les retrouver en Californie. Et ils ont cet avantage-là. Ils sont même venus au Cameroun. Moi, j'ai acheté une encyclopédie en 2006 où je me suis rendu compte que ces gens-là étaient chez moi à Macaque en 1971. What the fuck? Et c'est eux, comme là, au Botanic Garden, là, à Limbela, il y a des plantes, par exemple, sur le mont Cameroun qui ne poussent nulle part ailleurs au monde. Les Anglais ont fait des travaux, ils ont sorti des tomes, ils ont remis certains tomes à l'État du Cameroun. C'est-à-dire que pour protéger certains plantes là-bas, c'est-à-dire que si on les perd, l'humanité perd ça, parce que ça ne pousse nulle part ailleurs.
Donc, si, par exemple, on utilise donc certaines molécules naturelles, comme les Américains ils font, parce qu'eux, ils font déjà ça. Donc maintenant, ça dépend du chercheur, parce que le traitement du cancer est complexe. Ça dépend non seulement de la pluridisciplinarité, c'est un dogme. C'est-à-dire qu'on parle de prise en charge multidisciplinaire. Si vous voulez étudier le cancer, vous étudiez une seule discipline, vous serez limité. Et c'est ça qui fait en sorte que si on a des limites, vous trouvez un cancérologue qui est juste peut-être chimiothérapeute, qui est juste radiothérapeute ou chirurgien. Par contre, c'est là qu'on essaie souvent d'associer plusieurs disciplines. On parle donc de la prise en charge multidisciplinaire. Donc moi, là que j'ai donc pensé, parce que quand en 2009, je faisais un petit stage à l'hôpital Sebec, on m'envoie donc à l'hôpital Gérard de Douala. Je trouve, on m'envoie chez un grand docteur là-bas, docteur Mounet, que je salue d'ailleurs. Quand je le trouve là-bas, je me présente, docteur, on m'envoie avec docteur écolo et tout. Et il me dit, je lui dis, je suis un chercheur. Il a d'abord éclaté de rire. Et il me dit, regardez-moi un enfant comme ça là, qui dit qu'il veut faire des recherches sur le cancer. Et après, il me dit que lui, il a fait ses études en Belgique. Quand on lui a recruté à l'hôpital Gérard de Douala, ses 10 premiers malades sont tous décédés. Il a dit qu'il ne soigne plus ça. Et c'est comme ça qu'il m'a fait une autre. Il me dit, va voir le professeur Monesson au sous-sol là-bas. C'est lui qui dit qu'il soigne ça. Wow. Il m'envoie chez le professeur Monesson, qui est l'ancien doyen de la faculté de médecine de Douala, qui était à l'époque chef service d'oncologie de l'hôpital Gérard de Douala. Malheureusement, à l'époque, il dirigeait 5 thèses, ne pouvait plus diriger mes travaux, parce que ça allait plus loin que la thèse classique. Et c'est comme ça qu'il m'envoie chez le professeur Ndom de l'hôpital Gérard de Yaoundé, qui enseigne à la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé, que je salue aussi. On m'a dit qu'il était un peu souffrant, mais je pense que ça va. C'est avec le professeur Ndom qu'on a donc cheminé pendant 10 ans avec l'assistance du professeur Moelle. On a donc fait ce travail. C'est-à-dire que déjà, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que le traitement du cancer dépend beaucoup de la recherche. Et chaque cas nécessite une prise en charge particulière. Exact. Vous pouvez soigner un patient moins grave. Vous le soignez, vous réussissez le traitement, on vous amène un autre cas. Moins grave que celui que vous avez soigné, ça complique, ça se... Il décède. C'est-à-dire que c'est là qu'on nous a enseigné que le cancérologue est un éternel apprenti. Voilà. Parce que moi, je me posais des questions quand mes professeurs m'envoient des patients. C'est-à-dire que un professeur qui a 40 ans de médecine, il vous envoie, je dis, mais professeur, moi je croyais que, il dit, non, vous faites des recherches, vous faites et tout. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est que à leur époque, quand par exemple, eux, ils faisaient la médecine, les spécialisations, il y a peut-être 40, 50 ans, la science n'avait pas encore certaines avancées que nous, on a. Vous n'allez pas demander à un papa de 70 ans, 80 ans, comme le professeur Moelle, de repartir encore. Voilà. Et nous, je me suis donc intéressé à la phytothérapie oncologique, ce qu'on appelle aux États-Unis l'oncophytothérapie. C'est-à-dire que la phytothérapie dirigée contre les cellules cancéreuses. Donc, j'ai donc essayé de comment on appelle ça, tropicaliser ça, ramener ça au Cameroun, parce que je me suis dit que pourquoi les Américains qui ont moins de plantes que nous ont cette avance-là, et que nous qui avons des plantes, non seulement on laisse ça entre les mains de n'importe qui, je suis naturopathe, je suis ceci, voilà. Bon, je dis, le ministère, c'est un coup de gueule à l'endroit au nom de la débrouillardise, on laisse que tout le monde s'auto-proclame, voilà. Je suis ceci. Ça veut dire, docteur... Cathy, vas-y. Non, it's okay. Ça veut dire, docteur, que avec votre chimio-phytothérapie là, votre médicament, c'est naturel. Waouh. Donc ça veut dire que vous, aujourd'hui, à écouter votre explication, au lieu d'aller faire la chimiothérapie comme beaucoup font aujourd'hui, qui suscite même des coûts énormes, mieux vaut faire la chimio-phyto. Oui, la chimio-phytothérapie
permet de réduire les coûts du traitement. C'est-à-dire que si on devait faire 6 séances de chimiothérapie en 6 mois, Okay, reduces. on peut réduire peut-être à 2 séances. Parce que la chimiothérapie a la capacité de bloquer en 1 mois Voilà. les cellules cancéreuses. Voilà. Mais si elle fait 5 mois, elle ne réussit pas à détruire le cancer, elle tue le malade. Ça tue le malade. Oui, c'est-à-dire que la chimiothérapie, c'est l'un de ses effets secondaires graves. C'est-à-dire que quand on vous met une perfusion de chimio ou en comprimé, elle ne cible pas seulement les cellules malades. Elle frappe et les cellules malades et non malades. C'est pour cela qu'on utilise donc la transfusion sanguine chaque fois qu'on fait la chimiothérapie pour essayer de récupérer. Parce qu'elle attaque les 3 lignées médulaires et érythrocytaires. C'est-à-dire que ça attaque les cellules du sang. Vous aurez la qualité du sang. Le sang va devenir lourd. Voilà. Il devient visqueux. Il attaque donc ce qu'on appelle les bases pyrimidines de l'ADN. Parce que la cellule cancéreuse pas souvent imiter l'ADN. Il limite donc le mécanisme de l'ADN pour se développer au même moment que l'ADN veut développer les cellules. Voilà. Comme il développe les cellules normales de l'organisme, lui aussi se développe, la cellule cancéreuse aussi se développe. Donc quand on envoie donc la chimio ou les médicaments anticancéreux, elles vont cibler aussi l'ADN, là où la cellule veut aller se développer. Pour détruire ça. Tout détruit ça. À la Sauf base. que il faut donc, ça casse dans ce qu'on appelle les brins d'ADN. Les brins d'ADN qui sont reliés donc, ce qu'on appelle, bon, pour ceux qui, si les élèves ou alors qui nous écoutent, les gars qui ont fait peut-être D ou C, en chimie, par exemple, les liaisons covalentes. Les liaisons covalentes au niveau de la cellule, qui sont des branches qui permettent à la cellule de se tisser et de former donc la chair ou alors. Donc ça part donc casser ces brins de liaison covalente là. Voilà, donc c'est ça. Bon, maintenant la phytothérapie oncologique ou l'oncophytothérapie ou la chimiophytothérapie permet donc, avant que je ne vous fasse la chimiothérapie, parce que moi-même je suis d'abord aussi chimiothérapeute, avant d'apprendre la phytothérapie, avant de vous faire la chimiothérapie, si elle est indiquée dans votre cas, je vous mets d'abord sur la phyto-oncologie, la phytothérapie. Il y a des molécules que bien élaborées comme vincalactine qu'on a développées. Ça part donc protéger l'ADN. De telle sorte que lorsque la chimio arrive, l'organisme reconnaît seulement ce qui est bon pour lui et rejette ce qui est négatif. Vous allez donc uriner beaucoup, vous allez faire couler la sueur, vous allez faire peut-être les crachats, vous aurez une digestion un peu plus fluide parce que l'organisme reconnaît que non, ce que vous m'avez envoyé là n'est pas bon. Moi, je prends, il sélectionne en ce moment-là. Donc, c'est ça l'un des avantages de la chimiophytothérapie. Bon, maintenant, il peut arriver qu'il y a des cas où la chimiothérapie seule ne peut pas, la phytothérapie seule ne peut pas, la chirurgie seule ne peut pas. Il faut combiner tout. Tout. Mais maintenant, il faut faire, les nouvelles données scientifiques nous permettent que c'est la phytothérapie scientifique, hein, pas ce que monsieur tout le monde fait là dehors là. La phyto, on appelle la l'oncophytothérapie, je préfère ce terme-là. L'oncophytothérapie, on fait asseoir le malade sur la molécule végétale donc, de l'oncophytothérapie. C'est-à-dire que le malade vient une fois par mois, il fait une chimiothérapie. Mais à la maison, ce qu'il prend comme médicament au quotidien, c'est ce médicament, c'est la phyto-oncologie. C'est des sirops et des gélules. D'accord. Voilà. Voilà, Cathy, tu avais une question. Yes, I want. It's someone's question here. Yes. The person wants to know. It's based on breast cancer itself. That is it true that breast cancer doesn't always come in the form of a lump? That doesn't always come in the form of a lump. Le cancer du sein peut attaquer l'homme et la femme. No, like comment on appelle Like- lump? Le truc qui est dedans. Le mamelle. Le sein. Quand on dit que normalement les femmes on doit Ausculter ce qui est les glandes mammaires, ce qui fabrique le lait à non, l'intérieur. pas le lait.
Quoi, c'est les glandes là qui sont dedans là? Yes. Oui, c'est ça, les glandes mammaires. Ah, ok. Ouais, ouais. Ok. Les glandes mammaires, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que le cancer du sein, il y a 3 types de cancer du sein. Ok. De manière générale, le cancer du sein est hormonodépendant. Lorsqu'on soigne le cancer du sein, l'erreur qu'on fait souvent aussi, c'est que scientifiquement, le cancer du sein, c'est une maladie généralisée. Lorsque je suis en face d'un cancer du sein, la première chose que je fais, c'est de protéger les viscères, les organes internes, donc le foie, le rein. Parce que quand tu dis hormonodépendant, ça veut dire que les hormones, le sein émet beaucoup d'hormones. Comme il y a échange, surtout quand la femme voit encore sa menstruation, ou alors il y a échange entre le cerveau, le sein et l'utérus, le foie. C'est-à-dire que le cancer du sein, lorsque les métastases commencent, soit il va à l'intérieur des poumons, même si vous coupez le sein de la femme, vous n'avez rien fait. Vous précipitez plutôt sa mort. C'est pour là qu'on enseigne dans les données, nouvelles données, que la mammectomie radicale ne vous garantit pas de guérir le malade. Voilà. C'est pour là que la chirurgie, c'est le traitement de dernier recours. On enlève les bons Scientifiquement, c'est ce qu'on peut bloquer la tumeur dans le sein. La femme continue d'accoucher et on neutralise ça. Elle peut vivre avec. Ou alors on peut procéder aujourd'hui, parce que ce que j'avance en théorie, je ne l'ai pas encore essayé, mais en théorie, c'est plausible. Ce qu'on appelle la microchirurgie répétée. C'est-à-dire qu'on opère une tumeur progressivement. On ouvre, on enlève une partie, on soigne. 6 mois plus tard, on ouvre encore. On enlève une partie, on soigne. On enlève totalement la tumeur sans enlever le sein de la femme. C'est-à-dire microchirurgie répétée. Ah, ça veut dire oui, comme vous l'avez expliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on opère une tumeur 3 fois. Oui. Pour ne pas couper tout le sein. Tout le sein. Pour éviter la coupure du sein. Mais est-ce que c'est au Cameroun, in Cameroun, do they do it? Si, on peut le faire ici. Il y a des chirurgiens cancérologues ici. Sauf qu'il faut qu'il soit assisté par quelqu'un, un théoricien comme moi qui avance, un chercheur, qui avance ça. Voilà. Et il faut des laboratoires appropriés aussi pour faire ce type d'opération. Donc il y a des expériences que je suis obligé d'envoyer des échantillons à l'étranger, qu'on fasse des recherches. Le risque c'est que on peut trouver des choses plus avantageuses que ce que moi je veux voir. On me cache ça moi-même parce que je n'ai pas la possibilité d'observer ça, puisqu'il n'y a pas de laboratoire ici là. C'est ça aussi les risques, la chance, la science. Voilà, on va parler alimentation justement, alimentation et le cancer. Nous sommes allés quand même rencontrer le citoyen dans la rue, les citoyens camerounais, pour avoir aussi un peu, pour savoir en fait ce que, selon eux, quelle alimentation devrait-on avoir pour éviter le cancer. Ça, c'est des images de Thierry On et Dieudonné Niassa au montage, le Vox Pop. Vous savez, moi je me dis, selon moi, je me dis que ça ne provient pas vraiment de ce que nous mangeons pour que nous puissions vraiment avoir le cancer. Je me dis par exemple, à un moment donné, il y a ce qu'on nous fabrique actuellement là que nous prenons, qui nous causent des problèmes. Par exemple, les choses comme la mayonnaise, qu'à l'époque de nos parents, ils ne connaissaient pas cela. Selon moi, je me dis que c'est ça qui est vraiment cause de tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui concernant vraiment le cancer. Bon, sinon, ce que nous pouvons vraiment éviter aussi de manger, il y a par exemple, comme ce que je venais de dire tantôt, mayonnaise, les cubes, bon, tout ce que les Occidentaux ont décidé vraiment de nous envoyer en Afrique, qui nous cause des problèmes. Sinon, moi je ne vois pas quelqu'un qui peut manger par exemple l'avocat, les fruits en général, ou bien nos feuilles de manioc, on a été nés dans ça, et que nous puissions vraiment avoir ce genre de maladies que nous vivons aujourd'hui. Donc, selon moi, je me dis c'est ça, que nous pouvons normalement essayer d'éviter ce qu'ils viennent vraiment de l'autre côté pour l'Afrique.
qu'on essaye vraiment de manger ce qui est bio, ce que nous avons trouvé nos parents en train d'utiliser, pour qu'on essaie d'éviter vraiment ces maladies qui sont devenues comme si c'était l'épidémie. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça, on ne vivait pas ça. C'est que pour éviter le cancer, il ne faut pas trop prendre le sucre ni trop de sel. Sinon, moi pour éviter le cancer, c'est le quinquilba. Ce n'est que le quinquilba. Si tu prends un verre de quinquilba matin, un verre le soir, tu ne pourras jamais avoir le problème de cancer ou le problème de goutte. Donc sinon, c'est rare, c'est très rare que je dis que je pars à l'hôpital pour faire quoi. Déjà que quand je sais que je prends les médicaments, que ça me soulage, pour dire au monde, je n'ai pas pris à l'hôpital. Sinon, le cancer, ça dépend de l'alimentation. Le sel, le sucre et trop d'huile de palme. Ce n'est que ça. Je pense, à mon avis, que le type d'alimentation doit être équilibré. Quand on dit équilibré, on aimerait voir tout ce qui est bio. En fait, tout ce qui est bio, naturel, éviterait qu'on ait des cancers de tout type, selon moi. Moi, je pense qu'il faut varier son alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et vérifier l'alimentation au niveau des achats. C'est-à-dire quand vous faites des achats, regardez, est-ce que ce n'est pas du plantain où on a versé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils versent dessus pour faire mûrir. Peut-être je ne sais pas quoi, les féculents qui sortent vraiment d'un village. Donc pour moi, je pense qu'il faudrait prendre la peine de vérifier tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. En fait, au lieu de prendre du vrac qui nous amène à des maladies parce qu'on ne sait pas avec quels produits on les fabrique, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les conserve. Alors pour moi, c'est naturel qu'on prenne tout ce qui est bio en fait. Légumes, les légumes en général, même au niveau des crudités. Vous prenez carottes et vous vous rassurez que les carottes ou les poivrons ou les haricots verts, etc. sortent vraiment d'un secteur où on les a fait naturellement, au lieu de mettre des engrais, parce que c'est ces engrais-là qui nous amènent tout type de maladies et tout type de cancers que nous avons. Pour éviter les cancers, il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, manger bio, éviter de consommer des engrais. Et moi, c'est faire le sport aussi. Je pense qu'avec ce que nous vivons chaque jour, il est préférable pour nous de consommer les produits bio, les produits naturels. Éviter de prendre trop de sucre et surtout les produits qui possèdent beaucoup de cholestérol. Donc en gros, consommons bio pour éviter les maladies. Consommons bio pour éviter les maladies. Après, justement, cette descente sur le terrain du côté des Yaoundé, qu'est-ce que vous dites? Parce que quelqu'un disait il faut manger amer, boire amer, ça va nous éviter le cancer. Et maintenant, l'alimentation, aujourd'hui, et le cancer, que peut-on dire à propos? Oui, il y a des maladies qu'on ne peut pas envisager, le traitement de certaines maladies sans intégrer en bonne place l'alimentation. Et d'ailleurs, il y a l'ancien directeur de la santé, le ministère de la Santé, le docteur Sa. Il a publié un ouvrage excellent là-dessus. Bon, il a pris sa retraite au ministère de la Santé, mais il est médecin, il reste, je pense, à l'hôpital central, docteur Sa, où il explique, il a démontré beaucoup de bienfaits de ce que nous cultivons, ici comme le macabo, le plantain, l'igname, ce que ça peut, avec quel type de maladie, quand vous avez tel type de maladie, si vous êtes au village, mangez l'igname, mangez ceci, il a publié un excellent ouvrage là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des maladies comme les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, certaines maladies virales, y compris donc les maladies telles que le cancer. Lorsque j'ai une patient de cancer, la première ordonnance, c'est d'abord le régime alimentaire. Il est bien vrai que la chimie organique nous a envahis avec les engrais, les pesticides et tout le reste. Les sols sont de plus en plus pollués. Mais c'est mieux que les conserves, les boîtes de conserve, les autres. Parce que, et puis le sucre,
Le sucre, avec le cancer, font bon ménage. Ils s'aiment beaucoup. Voilà. Donc, si vous privez déjà l'organisme de sucre, vous commencez déjà à gêner les cellules cancéreuses. Rien qu'en le privant de sucre. Bon, maintenant, malheureusement, nous, on habitue, ça va même plus loin. Hein. Le goût amer est le goût le plus bénéfique pour l'organisme. Du moins, l'un des goûts les plus bénéfiques. Tous les goûts sont bien. Mais certains sont plus bénéfiques. Par exemple, si vous, en microbiologie, hein, que tout le monde peut faire facilement, là, même à la maison, même au quartier, là. Prenez un fruit amer, comme le butacola. Écrasez-le, versez, allez à côté d'une poubelle, il y a les bactéries, là, les asticots. Versez un fruit amer, même la cola ou le butacola, ou tout fruit amer. Versez le fruit amer là. Prenez un autre fruit sucré. Versez au niveau de là où il y a les asticots. Vous allez voir l'effet. Vous allez constater que les asticots, chaque fois qu'ils vont toucher le fruit amer, ils vont fuir. Ils vont se diriger vers, si c'est l'orange ou la banane, ils vont entrer là-bas. C'est la même chose qui peut se faire. Ça veut dire que tout à l'heure, là, il y a un monsieur qui a parlé du quinqueliba. Le quinqueliba ne soigne pas le cancer, mais peut être dans... Réduire le taux de sucre. Réduire, parce que, bon, quand même, les chercheurs britanniques ont quand même trouvé certaines protéines proches, par exemple, de l'insuline qu'on utilise pour soigner le diabète et qui se révèlent un peu anticancéreux. Bon, mais c'est encore au laboratoire. On ne peut pas dire que... Voilà, donc... Les goûts amers, tout ce qui est amer, déjà peut être bénéfique quand vous êtes déjà sous traitement. Vous devez d'abord être sous traitement médical. Et le régime maintenant, les légumes, et puis maintenant beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, beaucoup de carottes, les pépins des fruits, les grains de fruits là. Par exemple, les gens qui ont le cancer de prostate, qui consomment les fruits avec les pépins à l'intérieur. Si c'est de la pastèque que vous voulez prendre, prenez ça avec la pastèque, mangez les pépins là. Si c'est l'orange, mangez avec... voilà. Par exemple, pour les femmes, consommez beaucoup l'ail, l'oignon, la carotte. Non seulement ça va vous traiter bien la peau, vous aurez un beau teint comme le vôtre là, et puis... Voilà, il y a un téléspectateur qui écrit « Bonjour, j'aimerais savoir s'il vous plaît, lorsqu'une femme accouche et 2 ans après, il y a toujours une sorte de lait, mais trop amer qui sort du sein. Est-ce que à long terme, ce liquide peut causer un cancer? En d'autres termes, est-ce que ce liquide est dangereux? Aussi, comment peut-on extraire ce liquide? Ou alors ce liquide n'est pas dangereux? S'il vous plaît, c'est vraiment important pour ma femme. Merci. Oui, ce lait est dangereux. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, c'est pour ça que les gynécologues demandent aux femmes de faire l'allaitement maternel. Ce n'est pas une blague. Je sais que, bon, les femmes ont souvent le souci de l'esthétique de la poitrine. Mais moi, je pense qu'entre la santé et cette esthétique, moi, je préfère la santé. Lorsque l'organisme, la femme est enceinte, l'enfant est en train de se développer, le cerveau, il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hypophyse, le thymus et l'hypothalamus. C'est 3 parties du cerveau. On appelle donc le complexe hypothalamo-hypophysaire. Qui ordonne donc le fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire que c'est ces 3 parties de l'organisme qui permettent que je cause avec, qu'on cause là. Si le cerveau refuse que je fasse la main comme ça là, moi-même peut se bloquer. Si les parties là refusent que je communique, je ne peux plus parler. Donc c'est cette partie là qui est comme le microprocesseur ou alors de l'organisme. La carte mère. Le complexe hypothalamo-hypophysaire. Qui ordonne donc, quand la femme est enceinte, aux glandes mammaires, les petits trucs qui sont à l'intérieur du sein là,
Donc le cerveau ordonne donc au sein de fabriquer le lait pour une durée. C'est-à-dire que le cerveau peut donc demander aux glandes mammaires que comme l'enfant là que je suis qui est en train de se développer dans le ventre là, fabrique-moi le lait pour 6 mois ou pour 8 mois ou pour 1 an. Yes. Wow. Donc il programme, c'est une programmation. Maintenant le lait, le sein ordonne et s'exécute, il fabrique donc le lait à l'intérieur des glandes mammaires. Maintenant, ce lait-là, il faut allaiter pendant la durée, là, jusqu'à ce que ça va soit pendant une bonne durée. Maintenant, si vous faites ce qu'on appelle, qui est dangereux pour les femmes, le sévrage brutal. C'est-à-dire comme une fille qui va garder ses seins, sa poitrine, elle décide de donner le biberon, de ne plus donner le sein. Ça fait quoi? Vous demandez, vous obligez à l'organisme, au cerveau, de faire l'auto-reverse. C'est-à-dire de réabsorber ce lait-là qu'il avait programmé pour sortir. Maintenant, dans le processus de réabsorption de ça, il peut y avoir une coagulation lactée. C'est-à-dire que le lait-là peut se coaguler dans les tuyaux. Les tuyaux, il y a des petits tuyaux à l'intérieur du sein qui relient les glandes mammaires. Nous, on appelle ça les conduits galactophores. C'est les petites canalisations qui permettent donc, quand le lait sort des glandes mammaires, ça pénètre cette tuyau-là pour venir vers le mamelon pour que l'enfant tète. Il peut donc avoir une coagulation à l'intérieur. Au départ, ça peut être comme un grain de riz. Vous ne pouvez pas ressentir ça. Ça peut donc faire 1 an, ça dépend des organismes, ça peut faire 1 an, ça se développe, ça peut faire 2 ans, 3 ans, ça se transforme en cancer du sein. Donc ça, c'est le processus. Et donc, le monsieur... Bon, maintenant, pour la femme, la question de la femme. Oui. Le lait, là, il faut que soit on sèche ça, ce liquide-là, soit on doit sécher ça par un médicament. Nous travaillons effectivement, là-dessus, il y a des médicaments. Okay. On sèche ça. Parce que ce liquide a une protéine cancérigène. Parce que quand on dit aux femmes d'allaiter, parce que le lait, quand il se développe par jour, il doit couler, il doit sortir. S'il reste stocké là, il développe une protéine négative. Une protéine qui est à l'intérieur qui va modifier la composition. Il y a une hormone qu'on appelle, qui m'échappe, qui est en train de m'échapper là. Ça va venir tout à l'heure là. Il y a une hormone du lait qui est là. Ça commence avec S, un truc comme ça. Là. Voilà, donc une hormone là, bon, comme il y a toutes choses en la tête. Voilà. Donc il faut que le lait là, ce liquide, c'est les résidus du lait. Puisqu'elle dit que sa femme a accouché, mais 2 ans plus tard, ça coule toujours. Ça veut dire non, ça coule, mais c'est amer. Voilà. Ça coule et c'est amer. Voilà, donc il faut... Mais docteur, on doit sevrer l'enfant à quel âge normalement? Non, il faut qu'on réponde à la question du téléspectateur. Parce qu'il faudrait qu'il ait une réponse claire. On n'a plus le temps. Il faut que la femme, qu'on sèche ce liquide. Ce liquide-là, c'est les résidus de lait. Ça veut dire que il y a une programmation exagérée de la coulée lactée. C'est-à-dire que le lait là devait couler, vous savez, pendant un temps. Mais maintenant, le lait là, ce qui sort maintenant là, ce n'est pas le lait. Non, maternel. Le liquide que sa femme a parce que le lait n'est pas amer. 2 ans après, parce qu'elle a accouché il y a 2 ans. Le lait n'est pas amer. Sucré. Voilà. Ce n'est même pas sucré, c'est fade, un peu salé, comme si un peu de sucré salé, tu ne peux pas déterminer exactement. Donc il faut que on sèche ce lait-là, mais qu'on n'utilise pas les hormones de synthèse. Parce que les hormones, il y a des hormones par l'hormonothérapie, on peut utiliser pour bloquer la coulée là, par l'hormonothérapie. C'est des comprimés et autres, ou alors par injection, on peut injecter pour aller bloqué au niveau des stimulines, là où le liquide là est stimulé. Voilà. Donc, il faut qu'on bloque ce lait
ce liquide, voilà, comme bloque ce liquide par un traitement. Then later on, maybe she can go for pense que le third docteur doit Elle peut aller faire les tests, c'est ça, non? Oui, elle peut faire l'échographie ou même un scanner mammaire pour regarder d'abord s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Là, on saura que c'est juste une élévation de la prolactine dont je disais tout à l'heure. D'accord. La prolactine. La prolactine. On va revenir la semaine prochaine, mardi prochain, pour continuer justement sur les avancées, justement les avancées de la recherche sur le plan de la recherche pour les cancers avec Alphonse Ndiok. On a le même nom, sauf que mon Ndiok a N devant. Alphonse Ndiok II, qu'on recevait, qui est un chercheur en oncologie, il faut le dire, non seulement ça, et puis il est spécialiste en chimio-phytothérapie. Nous l'avions là comme invité ce matin. Merci d'avoir répondu promptement, et puis on se retrouve mardi prochain à la même heure. Pour continuer à échanger et peut-être là, les téléspectateurs auront l'occasion d'appeler. Cathy et moi, nous sommes traumatisés. Ne soyez pas traumatisés, si je peux encore dire. Déjà, je vais remercier STV. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on invite des chercheurs. Généralement, on fait souvent une petite erreur. Lorsque, par exemple, il y a des semaines de lutte contre le cancer, comme le mois rose, généralement, ce qu'on fait, et c'est normal, il faut inviter les médecins, les professionnels de santé, et autres, et tout. Mais ce qu'on fait souvent, l'erreur, c'est souvent qu'on n'invite pas. Bon, il est bienvenu, il n'y a pas les gens, beaucoup de gens. Très rares sont les chercheurs. Mais puisque c'est nous qui travaillons pour ceux qui pratiquent dans les hôpitaux. C'est nous qui proposons que ce que vous faites là-bas est déjà dépassé. Voilà ce que la science nous permet. En tout cas, que Dieu vous garde. Voilà. Vous êtes sur Facebook? Non, je suis moins dans les réseaux sociaux. Bon, c'est bon. But people like you, you're supposed to be on all social media platforms. Il faut bien savoir. Allez, mercredi, mardi prochain. Je suis dans les forats. Bon, mardi prochain, on sera ensemble encore avec lui. C'était intéressant, n'est-ce pas? Alors, mardi prochain, on sera encore ensemble et vous allez maintenant poser toutes les questions que vous pouvez sur le cancer, les cancers même aussi. Mais comme c'est le mois rose, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Cathy, à demain, mercredi. I'm traumatized. À demain. See you tomorrow. Cathy est traumatized parce que bon... Not traumatized. Take just care for yourself. Eat normally. Don't take more sugar, more oil, and make sport. Sports, okay. Okay. Yes. And try to don't have stress. Okay. Parce que le stress développe. Voilà. Merci Alphonse. À mardi prochain. Et demain, nous retrouvons Francis Hérette comme d'habitude. Restez en compagnie des programmes de STV. Nous mettons la clé sous la porte. Demain, c'est un autre jour. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi. Ciao.